Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocamp 21. C'est la première de notre mission de géopolitique en 2023. Au sommaire de cette émission, la guerre en Ukraine, son évolution, la visite du président Biden à Kiev, le discours du président Poutine. Pour cela, je suis accompagné de notre consultant maison, M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation une fois de plus. Cette année qui commence 2023, on espère qu'elle sera meilleure que 2022. Monsieur Etoga, un an après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, la guerre continue. Le conflit ne s'enlise-t-il pas? Le conflit ne s'enlise-t-il pas? Vous me permettrez d'abord de répondre aux différentes informations qui nous viennent du côté de l'Afrique, à savoir la Tunisie qui fait savoir que les étrangers vont un peu diluer la quintessence du Tunisien, j'ai envie de dire, et donc ils ont sorti des décrets là comme quoi il faille protéger le citoyen tunisien pour qu'il ne se mélange pas. Donc ici on est dans l'exclusion du cosmopolitisme et même de la multiculturalité qui doit être une richesse telle que vantée par les démocraties internationales. Mais on ne voit pas cette démocratie-là s'offusquer de ce pogrom qui est en train de vouloir naître au niveau de la Tunisie. Et c'est comme ça, c'est né en Ukraine, pas en Ukraine, dans les années 40 avec Hitler. C'était toujours une stigmatisation d'une certaine communauté qui a fait naître, n'est-ce pas, tout ce qu'on a connu et tout ce que le peuple juif a connu. Et si personne ne s'offusque de ce qui se passe en Tunisie, on se demande bien si on vit dans un monde qui a connu déjà certaines tragédies dans l'histoire et qui ne veut pas retenir les leçons de ce que cette histoire-là nous a donné. Et donc je condamne fermement les décisions qui sont prises par le gouvernement tunisien et que l'Union africaine qui a sorti un communiqué un peu loufoque, je me demande si elle a encore vocation même à unir l'Afrique, peut-être parce qu'elle prend ses perdièmes au niveau de l'Union européenne, qu'elle n'arrive pas à montrer son autorité sur les pays africains, mais elle a sorti un communiqué comme quoi l'État est libre de faire, je sais pas moi, un communiqué loufoque en fait. Mais maintenant, les pays africains doivent se ressaisir et rappeler à l'ordre la Tunisie, si on est encore dans un continent qui abrite l'humanité. Pour répondre maintenant à votre question, et pardonnez-moi cette digression. C'est tout à fait logique, c'est l'actualité. Merci, merci. Et donc pour répondre à votre question, parlant de ce conflit qui s'enlise, je partirai sur le prisme de dire, par exemple, que le conflit s'enlise effectivement, mais il faut ici faire ressortir le poids historique du pourquoi est-ce que ce conflit s'enlise, et donc on va remonter à 2014, qui pointe ici, n'est-ce pas, la genèse de cette guerre-là et la réticence même de la Russie à entrer dans cette guerre-là, considérer, n'est-ce pas, les positions de Kiev, reconsidérer la situation de la russophobie en Ukraine, et maintenant pousser à bout la Russie qui essaye maintenant de protéger l'ensemble des citoyens qui parlent la langue russe dans nos territoires ukrainiens, mais bouche cousue du côté de l'Ukraine, la Russie s'engage dans l'opération militaire spéciale qui reprend 3 objectifs: démilitarisation, protection du russe et protection de la langue. Donc faire respecter et redorer le blason de la Russie sur le plan international. Et donc ces 3 éléments-là permettent de planter le décor et de comprendre vers où est-ce que la Russie aimerait aller et pourquoi, n'est-ce pas, maintenant on va parler d'un enlisement du conflit. À ce stade, on va aussi mettre en lumière les différentes sanctions qui ont suivi le 24 février 2022, à savoir que... Nous y reviendrons, mais où sont passés les accords de Minsk? Ils sont dans le placard
de Angela Merkel et de François Hollande. Ils sont dans un placard qu'on ne sait même plus si la déchiqueteuse n'est pas passée par là. On ne parle plus de ça, on ne parlera plus, je pense, c'est désuet maintenant, c'est désuet, on ne sait plus revenir là-dessus parce qu'il y a eu déjà un référendum qui essaye de donner, qui donne l'autonomie à la République de Lugansk et de Donetsk, aux Zaporijia et de Kherson. Et la Russie a cette cérémonie de reconnaissance de ces différentes régions-là comme faisant partie du territoire russe, a bien martelé le fait que plus le conflit s'enlise, bon, il n'avait pas utilisé le concept d'enlisement, plus le conflit dure dans le temps, plus les différentes positions et territoires que la Russie va conquérir ne seront plus du domaine du négociable, et donc ça sera tout simplement acquis à la communauté russe. Et de ce fait-là, l'enlisement de mon point de vue, mais il faut ici faire ressortir trois raisons fondamentales. Je vois ici le jusqu'au-boutisme du point de vue poutinien, à savoir qu'il veut absolument faire respecter ces trois objectifs comme je les ai énoncés dès le départ. Et maintenant, la deuxième raison, c'est la décision, la chaîne des décisions au niveau de l'Ukraine qui n'est pas forcément l'émanation du leader, c'est-à-dire Volodymyr Zelensky. On dit très souvent de façon lapidaire que celui qui donne, qui décide. Et quand on interroge maintenant celui qui donne en Ukraine, on se rend compte que c'est le suzerain. Et donc ça nous plonge encore dans ce que Trotsky parlait de l'impérialisme. On est ici maintenant dans un positionnement idéologique, c'est la troisième raison, qui pousse ce conflit à s'enliser, le positionnement idéologique, à savoir une lutte contre l'impérialisme. Et Poutine, le président, j'ai envie de dire, pour respecter son rang, est ici dans une lutte idéologique, dans un positionnement idéologique qui va, n'est-ce pas, en opposition à l'idéologie occidentale portée par le suzerain, il l'a appelé, et naturellement, impérialisme dans ses discours revient très souvent, oppresseur, pour identifier ici l'Occident et les États-Unis. Et donc on est dans ce positionnement idéologique-là qui se base sur deux pans, à savoir les valeurs démocratiques qui sont pour certains, du point de vue du président russe, niées, remis à leur simple expression, c'est-à-dire on les a évacués, on a évacué les valeurs à l'intérieur même de la famille. La famille, on ne connaît plus le sens de la famille, on ne connaît plus le sens de la vie. Et donc Poutine, ici, le président Poutine, essaye de remettre au goût du jour ces valeurs-là, la raison même de la vie, la raison de la famille, la continuité de la vie. Et donc il entre en opposition ici avec les mouvements tels que les LGBTQ pour, n'est-ce pas, magnifier dans son discours récent. Il a bien fait mention de la déification de la famille et la continuité, la préservation de l'éducation du jeune russe. Mais revenons sur les sanctions contre la Russie. Quel est le bilan de l'économie russe face à ces sanctions qui ont été élaborées depuis le 24 février 2022? Est-ce que l'économie russe s'est finalement effondrée? Si l'on prend du point de vue de la communauté internationale, ces sanctions ont porté des fruits. On voit bien la secrétaire au Trésor au niveau des États-Unis, Hélène, j'ai oublié son prénom, elle stipule bien que les sanctions ont eu un impact négatif sur l'économie russe. Ceci en raison du déficit budgétaire significatif qu'a connu l'économie russe à cause, n'est-ce pas, de la limitation des exportations, le ravitaillement difficile qu'a connu la Russie du fait de fermeture des frontières terrestres et aériennes, entrer dans la liste noire des oligarques russes, fermeture des fonds des différentes banques, l'exclusion du SWIFT. Et donc, toutes ces sanctions-là ont eu un impact selon eux, sur l'économie russe. Mais force est de constater que
La Banque mondiale même fait savoir que l'économie russe se porte bien et n'a pas connu une certaine inflation comme on a essayé, n'est-ce pas, de provoquer. Au niveau de l'économie russe, elle a résisté, elle a fait montre de résilience pour, n'est-ce pas, sauvegarder, n'est-ce pas, son économie au point où on estime qu'elle a fait mieux que certains pays de la communauté internationale. Le président russe Vladimir Poutine s'inquiète-t-il de l'envoi par l'OTAN des chars Léopard 2 et Abrams en Ukraine? Bon, je pense pas. Vous savez bien que ici c'est un peu une question qui pousse à l'ironie. On peut, n'est-ce pas, ici lister l'ensemble de l'arsenal militaire russe. On va sortir Avangard, Satan 2, et missiles hypersoniques. Et donc, ajouter à cela, vous avez l'ensemble du personnel russe qui travaille dans le complexe militaro-industriel, qui, ma foi, ils ont trouvé des solutions pour contourner les sanctions qui limiteraient ou bien diminueraient la production des munitions. Et donc, je ne pense pas que le président Poutine affiche une certaine crainte à l'envoi de ces différents chars. La crainte, c'est les pays inamicaux, comme il les a appelés, dans un de ses discours, qui se renforce et qui s'agrandit. Et donc ici, la France sera malheureusement considérée comme étant un pays inamical, et l'ensemble des autres, c'est-à-dire les États-Unis, pour eux c'est déjà connu et su de tout le monde. Et dans son sport favori, c'est-à-dire la duplicité maligne. Et donc ici, elle s'affiche clairement en soutien à l'Ukraine, et donc forcément, comme le porte-parole de la Russie a eu à dire sur les plateaux d'une chaîne concurrente, que c'est la France qui devrait s'en inquiéter au regard de l'histoire et des relations qui lient la Russie et la France. Est-ce que c'est comme ça que les pays amis se comportent quand, par exemple, la Russie est venue aider historiquement les Français sur le territoire français? Aujourd'hui, les Français envoient des chars pour tuer les Russes. C'est à se questionner de la relation française avec... Il y a un questionnement, les Français n'ont pas encore envoyé les chars parce qu'ils n'en ont pas suffisamment, ils sont en manque de munitions. Et est-ce que finalement Macron va décider de... Bon, le président Poutine a parlé de démilitarisation de la Russie. Peut-être qu'il aurait dû dire démilitarisation de la superpuissance, à savoir les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tous ces grands pays-là. Ils possèdent 200 chars opérationnels, et s'ils envoient ces chars-là en Ukraine, vous conviendrez avec moi qu'il leur faut au moins une vingtaine d'années pour fabriquer un char. La technologie même, ils ne la possèdent plus parce que tous ils se font recycler au niveau des États-Unis. Il y a les généraux français qui essayent aujourd'hui de pointer du doigt la chaîne de commandement, ou bien l'état-major qui n'anticipe pas sur les prochaines guerres, les prochaines menaces. Et donc aujourd'hui, l'armée française, elle est dépassée, elle est chassée partout en Afrique. Elle ne fait pas peur du tout. Mais maintenant, est-ce que c'est sa diplomatie militaro-industrielle qui ferait peur parce qu'elle va mettre en avant ces chars Léopard, ces chars Léopard 2 pour... À une de nos émissions, on avait dit que la guerre est une opportunité. C'est un placement de produits, et donc la communication devient un moyen de vendre, n'est-ce pas, l'ensemble du matériel qu'on dispose. Ici, la France essaye juste de vendre son expertise dans la construction d'un char qui aurait un certain avantage concurrentiel sur le champ de bataille, comme par exemple les Turcs avec leurs drones au début de la guerre, qui a fait beaucoup de dégâts. Les Iraniens aussi. Les Iraniens sont venus en réponse
en apportant une certaine expertise à l'Ukraine, à la Russie. Et donc, vous voyez, tout ce méli-mélo là permet simplement de considérer la guerre comme une opportunité et un placement de produits. Au niveau politique, aux États-Unis, nous avons les élections présidentielles qui pointent à l'horizon en 2024. Est-ce que le président américain Joe Biden va-t-il sacrifier la politique nationale sur le plan national et se concentrer uniquement sur le plan international, au risque de voir son électorat partir et aussi au risque de voir que la communication entre l'URSS et les États-Unis, Poutine en profite pour créer une surprise? Non, vous posez la question ici, c'est un peu masquer l'idéologie même de l'Américain. L'Américain ne considère pas son pays comme s'il a un territoire délimité. Les États-Unis, c'est l'État-monde, c'est l'État sans frontières. Et ça a été défini depuis 2000 avec le président Clinton, je pense, qui parlait déjà de l'émergence d'une globalisation et dont les États-Unis devraient être le suprapuissant, c'est-à-dire c'est eux qui délimitent les frontières de chaque pays. Et à ce moment-là, aujourd'hui, on ne saurait, à 20 ans ou 23 ans après, on ne saurait revenir sur cette politique qui n'est que dans la continuation des différentes politiques mises en place par les différents chefs d'État qui sont passés par là. Vous avez un Barack Obama qui ne se considérait pas comme président des États-Unis, mais il se considère comme président de l'humanité. Et ça a été défini sur 3 prismes, c'est-à-dire axer cette globalisation-là d'abord sur l'émergence d'un développement durable, parler de développement durable, protection de l'environnement, parler plus de démocratie et de paix, parler plus d'autonomie, d'autonomisation des peuples, de respect de la démocratie. Donc tous ces débats-là, ça rentre dans le concept de globalisation tel que l'a traité le Paul Marie de la Gorse dans les États-Unis s'en vont-ils en guerre. Ça a été défini, ça a été traité dans ce document-là, où il démontre que même le conflit qu'on vit aujourd'hui, ça a été pensé et mûri par les stratèges américains pour, n'est-ce pas, diminuer l'ensemble des influences qui viendraient ternir ou alors annihiler la puissance américaine. Et donc ici, on a présagé même par exemple à une certaine période que c'est la Chine qui devait faire ce que la Russie fait aujourd'hui, c'est-à-dire affronter frontalement les États-Unis et remettre en question leur superpuissance ou alors leur supra-hégémonie sur le monde. Aujourd'hui, c'est la Russie qui s'est en chargée et a questionné maintenant cette hégémonie-là. Et donc, pour répondre à votre question maintenant, est-ce que cette visite du président... non, pas la visite. Est-ce que sa stratégie, à un moment donné, est-ce qu'il ne va pas se trouver coincé sur le fait que M. Poutine peut profiter du fait qu'il est constamment sur l'international et il abandonne sur le plan national sa politique? Et il perd des élections. Non, c'est justement pour ça ils ont construit le mindset de l'Américain pour qu'il ne se considère pas comme étant américain. C'est-à-dire la prestance du président américain vers l'extérieur démontre qu'affirmant sur l'autorité de l'Amérique sur le monde, conforte, n'est-ce pas, son autorité en interne déjà. Et donc partant de là, sa politique, maintenant, s'il définit sa politique sur la base de ce qu'il va à l'encontre, n'est-ce pas, du Poutine le méchant, du Poutine qui fragilise la démocratie, Poutine qui oppresse le peuple, qui doit être libéré, qui véhicule des valeurs antidémocratiques. Pourtant, ce sont des valeurs portées par l'Amérique, c'est des valeurs portées par, que tu sois républicain ou démocrate, c'est des valeurs que vous partagez en commun, c'est-à-dire la démocratie. Et donc, ça baigne dans le subconscient et le mindset de l'Américain qui connaît toutes ces questions-là de fond en comble. Et donc, si le président Biden aujourd'hui se déplace pour vanter les mérites de la démocratie, c'est justement parce qu'il veut conforter déjà une position sur le plan interne, parce qu'il est fragilisé avec les différents scandales de Hunter Biden, qui a des intérêts déjà en Ukraine avec le laptop de Hunter Biden qui a été dont les informations ont été mises à jour et montrant, n'est-ce pas, ses affinités avec certains groupes
bizarre. Même la maison du président Biden sont aussi perquisitionnés par le FBI qui essaye de rechercher les documents qui l'incriminent sur certains dossiers classés top secret, que lui garde ça dans sa maison privée, dans sa maison Obama, je ne sais pas moi où, mais le président est un peu en contradiction avec même la législation déjà au niveau des États-Unis. Et partant de là, mais est-ce qu'il va perdre, n'est-ce pas, son aura quand après les élections? Je doute fort parce que vous savez bien, les élections, c'est un moment de séduction, comme le professeur Famendongo avait dit au niveau du Cameroun. Et donc, les États-Unis ont toujours eu cette capacité-là à séduire le peuple avec... Donc, selon vous, il fera le choix de l'international pour que... ouais, tout à fait. Le moment oblige qu'il fasse le choix de l'international et affirmer les positions fortes qui confortent l'autorité des États-Unis et qui, maintenant, en interne, il fera le job, tout simplement. Selon le secrétaire d'État américain, Pékin envisage fournir des armes à la Russie. Quelles pourraient être les conséquences si cette supposition du secrétaire d'État américain devenait effective? Le G20 ou le G7, ils ont statué sur la question et vous savez qu'ils ont, toujours dans les années 2000, ils ont défini un certain type de pays comme étant des États voyous. Les États voyous. Et donc cette logique-là n'est pas en train, dans une continuation aujourd'hui, bien que le concept a changé. Alors, la Chine qui aimerait venir en aide à la Russie dans un conflit Ukraine-Russie et dont les États-Unis sont en opposition avec la Russie, c'est-à-dire ils supportent l'Ukraine et ils sont considérés comme étant la communauté internationale qui, à son bord, comporte certains blocs. À la première question, vous m'avez posé à savoir est-ce que le conflit s'enlise. La troisième raison, c'est la création des blocs à l'heure actuelle. Il y a une certaine création de blocs comme pendant la guerre froide. Et donc, le G7 a décidé, par exemple, quiconque viendrait en aide à la Russie connaîtra les foudres, sera sanctionné, tout simplement. Aujourd'hui, si la Chine apporte des drones, du matériel militaire à la Russie, vous convenez avec moi qu'ils seront considérés comme un État voyou et par conséquent, ils seront traités au même titre que l'Iran aujourd'hui qui donne des drones à la Russie. Aujourd'hui, l'Iran est sanctionné, par exemple, parce qu'ils apportent un soutien manifeste à la Russie. Et donc, c'est la création des blocs qui se fait et qui se forme. La Russie n'a pas encore joué sa carte à ce niveau-là. La construction du bloc au niveau de l'OTAN ou alors des États-Unis en tant que suzerain de tout ce parterre de partenaires-là est connue, c'est-à-dire la France est derrière, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la communauté internationale, comme on les appelle communément. Et maintenant, vous avez les pays du tiers-monde, parce qu'on ne veut plus les appeler comme étant pays du tiers-monde, qui tentent de s'afficher vertement en soutien à la Russie sera sanctionné, comme par exemple au niveau du vote au niveau des Nations Unies. Le Mali a apporté son soutien à la Russie. On va voir. Il y a déjà eu une loi qui est sortie pour dire aux pays africains que si vous tentez de soutenir la Russie, voici ce qui vous attend. Toujours vouloir, n'est-ce pas, annihiler l'influence d'une autre puissance sur les autres sphères géographiques, toujours pour garder ce profil-là au bénéfice des États-Unis. Et donc, c'est à la Chine de s'affirmer, d'affirmer sa superpuissance ou alors sa suprapuissance et montrer qu'elle a les moyens nécessaires d'aller frontalement comme la Russie est en train de le faire aujourd'hui contre les États-Unis et bouter hors d'état de nuit ce monde unipolaire dans lequel nous vivons pour l'avènement d'un monde multipolaire qui connaîtra certainement un monde plus meilleur avec une certaine respectabilité, certaines valeurs qui tendent à disparaître. Les États-Unis ont peur de la Chine alors en ce moment, si on comprend bien. Mais le seul piège ici serait par exemple l'enlisement du conflit au niveau de Taïwan. C'est aussi à ce niveau-là que la Chine serait bloquée et les États-Unis viendraient en appui
un appui formel à ce moment-là, et un appui formel, c'est-à-dire avec des chasseurs, tout ce qui va avec. Ils sont capables de tenir le front du côté de l'Ukraine et un front du côté Alors, le président Poutine, dans son discours, a essayé de montrer que les États-Unis ont quadrillé le monde, à savoir avec leurs Marines. Les Marines, ils ont leur base dans tous les continents. Donc c'est quadrillé. Mais quelle est leur portée vers l'avant, à savoir mener le conflit, ça c'est encore à vérifier, parce que les États-Unis, jusqu'à présent, ils ont mené des guerres, mais on en reviendra certainement. Et donc, c'est à se demander s'ils se portent, par exemple, vers l'île de Taïwan. Est-ce que ça sera au détriment, par exemple, de la Chine, qui doutera à ce moment-là, apporter un soutien à la Russie, créer maintenant une forte cohésion, une forte collaboration pour, n'est-ce pas, mettre hors d'état de nuit ces États-Unis qu'il faut. Le président Poutine aura une brèche en ce moment-là pour aller jusqu'à Kiev. La volonté du président Poutine jusqu'à l'heure actuelle, quelles que soient les analyses, ce n'est pas d'aller à Kiev. S'il va aller à Kiev, il va à Kiev, je pense, facilement. Il faut juste une slave d'obus qui tombe sur Kiev. Les États-Unis ont promis à envoyer du matériel, jusqu'aujourd'hui c'est en route. La France, les Léopard 2, c'est en route. Les Allemands, tout ce matériel militaire qu'on promet à envoyer, le président Volodymyr Zelensky aujourd'hui se plaint. Si vous abandonnez l'Ukraine aujourd'hui en n'apportant pas de façon manifeste ce matériel militaire, nous sommes dans la gueule de l'ours russe. Et donc, il est nécessaire qu'ils apportent ce soutien-là. Mais il faut aussi faire parler le soft power, comme ce que les États-Unis font avec le chantage au niveau des pays qui ne sont pas en acquaintance avec l'idéologie unipolaire et qui aimeraient voir un monde multipolaire dans lequel toutes les communautés s'épanouissent dans le respect de leur souveraineté.